Je tape avec la technique de l'aigle, hein, donc c'est pas très spectaculaire. Avec le bec? La technique de l'aigle. Avec le bec? Non. L'aigle qui tourne au-dessus de sa proie et puis qui, au bout d'un moment donné, tombe. J'ai pas appris à taper, donc... Mais Raël n'est pas un écrivain excentrique. S'il s'est exilé au Québec il y a 6 ans, c'est que la France le considère aujourd'hui comme le gourou d'une secte dangereuse, implantée sur le territoire français et dans le monde entier. Il était une fois un homme, Claude Vorillon, qui partait au travail un beau matin des années 70, lorsque soudain, une lumière l'a irrésistiblement attiré vers un lieu reculé. C'est comme ça que Raël, ainsi qu'il se surnommera, a rencontré pour la première fois les extraterrestres. À partir de là, on aurait pu imaginer un nouveau scénario pour les envahisseurs ou X-Files et sourire en frémissant devant les nouvelles aventures du David Vincent français. Sauf que Raël a fondé une secte qui a proliféré dans le monde entier depuis 30 ans et qu'il est aujourd'hui au sommet d'une organisation extrêmement puissante, accusée de pédophilie et de dérive financière. Aux frontières du Raël, reportage de Cyril Deveau et Éric Delagneau. C'est la réplique exacte de l'engin dans lequel je suis monté le 13 décembre 1973 dans le puits de la Sola, près de Clermont-Ferrand. Ce jour-là, ce fut sa première rencontre. Je vais aller à mon bureau, il était environ 9 h du matin, et quelque chose m'a guidé. J'ai pas arrêté ma voiture et j'ai continué, j'étais guidé. Il a fallu que j'aille dans le parc des volcans d'Auvergne, et dans le puits de la Sola, j'ai continué à pied jusqu'au centre du cratère. Et là, j'ai vu une lumière blanche clignotante dans le ciel, très violente. Un engin est apparu en forme d'une cloche aplatie, fait d'un métal argenté très brillant. Un être est descendu par l'escalier qu'on voit là, qui est sous l'engin. J'ai vu 2 jambes, puis le corps entier d'un être très petit. Il s'est avancé vers moi avec beaucoup d'amour, d'harmonie, un regard extraordinaire, des yeux très en amande, comme certains Japonais. Ensuite, il m'a demandé de le suivre dans l'engin, ce que j'ai fait. Et ça, c'est le début de l'histoire. Claude Vorillon aurait été investi d'une mission à cet instant. Révéler aux humains que la vie sur Terre a été créée il y a 25 000 ans seulement, par des extraterrestres, et que ces derniers s'apprêtent à revenir avant 2035. Claude Vorillon est leur prophète. Mais les extraterrestres n'ont pas aimé son nom. Ils l'ont rebaptisé Raël. Ces êtres sont venus sur Terre il y a très très longtemps. Ils vivent sur une autre planète, ils s'appellent les Elohim, E-L-O-H-I-M. Pourquoi ils sont venus sur Terre? Parce qu'ils avaient atteint le même niveau de technologie qu'on connaît actuellement sur Terre, à savoir création de la vie en laboratoire, clonage et voyage dans l'espace. Ils ont choisi une planète dans l'univers avec des conditions climatiques qui leur semblaient positives. C'était la Terre. Il n'y avait pas de vie à cette époque-là sur Terre, il n'y avait rien. Ils sont arrivés, ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Et dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique, la maîtrise du clonage, de l'ADN et de toutes ces choses-là, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Il y a dans la Bible hébraïque, qui est la plus ancienne, le mot Elohim, qui veut dire en hébreu non pas Dieu, mais ceux qui sont venus du ciel, et qui est au pluriel, c'est très important. Donc la Bible raconte ce qu'ils ont fait, mais vu par des primitifs pour qui tout ce qui venait du ciel ne pouvait être que surnaturel ou divin. Les gens évolués doivent donc lire la Bible de cette façon. L'arche de Noé n'était en fait qu'un vaisseau spatial affrété par les Elohim. Les anges n'étaient que des extraterrestres en visite sur Terre. Nos ancêtres auraient confondu leurs fusées à réacteurs avec des ailes et leur casque de cosmonaute avec la sainte auréole. Jésus serait le fruit d'une terrienne et d'un extraterrestre. Ce sont tout à la fois la Bible et les évangiles réécrits, version X-Files. Il suffirait de remplacer le mot Dieu par extraterrestre et tout deviendrait lumineux. Notre nouveau prophète écrit donc un livre, modestement intitulé « Le livre qui dit la vérité ». Ce recueil des messages donnés par les extraterrestres paraît en 1973. J'ai lu ces messages, je les ai relus et relus, et je dis mais c'est tellement intelligent, c'est tellement plus intelligent que toutes les explications qu'on m'a données jusque-là, et je pense que j'ai été le premier Raélien. L'ennui, c'est que les révélations de Claude Vorillon sont déjà le fonds de commerce de beaucoup de romans de science-fiction des années 60, donc bien antérieurs. Un exemple,
Le peuple du ciel, écrit par Brinsley Le Portrench en 1970, soit 3 ans avant le livre de Claude Vorillon. Il imaginait déjà une création de la vie sur Terre par des extraterrestres qui s'appelait Elohim. Claude Vorillon a beaucoup de chance. Il dit avoir fait une 2e rencontre avec les extraterrestres, un cas très rare dans les annales chez tous ceux qui ont croisé les soucoupes volantes. Et là, il a droit au grand jeu. Les extraterrestres l'emmènent sur leur planète. Il n'y a pas de témoin. On est parti dans un relais spatial, qui est un petit peu comme le relais spatial que les hommes sont en train de construire maintenant. On a changé de vaisseau, et là on est arrivé sur la planète où ils vivent, et où j'ai pu voir une civilisation extraordinaire, qui est notre futur en fait. C'est quoi exactement ? Ben, c'est une civilisation qui a 25 000 ans d'avance sur nous. Donc les plus avancés de nos scientifiques ne peuvent même pas imaginer ce que c'est. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, mais ça arrive très vite, on va connaître ça très vite. Mais c'est un monde merveilleux, c'est ce que les primitifs appelaient le paradis. Les extraterrestres ont posé une condition pour apporter leur paradis sur Terre en 2035. Claude Vorillon doit leur construire une ambassade. Ils en auraient eux-mêmes dessiné la maquette, la voici. Une piste d'atterrissage pour soucoupe volante, une grande villa et une piscine. Coût du projet, 160 millions de francs. Pour trouver cet argent, Claude Vorillon décide en 1976 de fonder son église et de recruter des fidèles. 24 ans ont passé. L'ambassade n'est toujours pas construite. Seul projet immobilier à être sorti de terre, Ufoland au Québec. Un parc d'attractions ouvert au public, entrée $10. Raël nous a interdit d'en filmer l'intérieur, comme il voulait nous interdire de filmer ceci, l'arrière du bâtiment et son immense façade. C'est ici que réside le prophète, au milieu d'un domaine privé de 150 hectares. Il y rédige actuellement son 6e livre, en tenue de cosmonaute, avec une technique de frappe très personnelle. Je tape avec la technique de l'aigle, hein, donc c'est pas très spectaculaire. Avec le bec ? La technique de l'aigle. Avec le bec ? Non. L'aigle qui tourne au-dessus de sa proie et puis qui, au bout d'un moment donné, tombe. J'ai pas appris à taper, donc... Mais Raël n'est pas un écrivain excentrique. S'il s'est exilé au Québec il y a 6 ans, c'est que la France le considère aujourd'hui comme le gourou d'une secte dangereuse, implantée sur le territoire français et dans le monde entier. La première bombe atomique, Hiroshima, 1945. Quelques mois plus tard, Claude Vorillon naît en France de père inconnu. Ce père inconnu, selon lui, c'était un extraterrestre. Et le petit Claude a été conçu pour sauver la planète du feu nucléaire. J'ai été fait pour ça. Mon père est l'un des leurs, et ils ont choisi ma mère, et moi, à mon insu, j'ai été élevé sans savoir ce qui se préparait. Et en attendant l'Annonciation, il tente de devenir le clone de Jacques Brel sous le nom de Claude Seller. Sacrée sale gueule que je ne travaille depuis bientôt 20 ans. Sacrée sale gueule qui va si mal à 5 mois du printemps. Sacrée sale gueule. Sa carrière se résume à ce petit moment de gloire sur un plateau de l'ORTF en mai 1966 et à quelques disques. Échec dans la chanson, il se découvre alors une nouvelle passion. Claude Vorillon devient pilote automobile et journaliste sportif. Il fonde sa maison d'édition et sa propre revue Autopop jusqu'en 1973. C'est à cette date que les extraterrestres lui demandent de tout abandonner pour devenir leur prophète. Des centaines de personnes le prennent alors pour un vrai messie. Il adopte un look de prophète, organise des pèlerinages sur les lieux de ses soi-disant rencontres avec les extraterrestres. Il prêche la paix, les extraterrestres et la liberté sexuelle. Son discours ressemble à celui de l'époque, remise en cause de la famille, de l'autorité et de la religion. Entouré de fidèles, Claude Vorillon commence à se prendre pour Raël. Il crée officiellement son organisation religieuse, le Mouvement Raélien. Une association loi 1901
qui a pour but concret de construire une ambassade aux extraterrestres. Il forme ses premiers disciples, les guides. À l'époque, en France, des mouvements comme celui-ci ne sont pas étiquetés sectes et ne sont pas qualifiés d'organisations dangereuses. Ils amusent plutôt. On parie sur leur aspect éphémère. 27 ans plus tard, dans un jardin public de Genève. Random Amira. Raël, alias Claude Vorillon, a le cheveu plus rare, la barbe mieux taillée, mais le rituel reste le même. Mia Elfstrom. Ce jour-là, 21 candidats venus du monde entier défilent devant lui pour être baptisés. 4 jours par an, à 15 heures précises, le prophète prétend entrer en contact télépathique avec les extraterrestres. Par ce simple geste, il leur transmettrait le code génétique du baptisé. Ainsi, le baptisé pourra être recréé après sa mort dans le paradis extraterrestre. C'est le premier pas vers la vie éternelle, selon la doctrine du mouvement raélien. Complètement envoûtés à l'issue de la cérémonie, les baptisés nous parlent de nouveaux départs dans la vie, de renaissance. C'était fantastique. Le plus beau jour de ma vie, de toute ma vie. Et qu'avez-vous ressenti? Un grand sentiment de liberté, oui, de liberté. J'ai eu l'impression d'exprimer qui je suis vraiment. De l'amour. Ce n'est rien d'autre que cela. C'était vraiment palpitant. Je dois dire que c'était très beau. J'étais très ému. Ça n'a pas été très facile pour moi, car j'étais très attaché à la religion catholique. Donc ça a été un choix difficile, très difficile. Et comment vous vous sentez maintenant? Pour moi, c'est une nouvelle vie. Pour entrer dans cette église, les nouveaux adeptes renoncent à leur ancienne religion. Les catholiques, par exemple, font acte d'apostasie. Ils doivent écrire à leur évêque pour demander d'être radiés des listes du baptême. Les nouveaux baptisés renoncent aussi à certains codes de la société. Ils ne doivent plus voter et doivent adopter le calendrier raélien qui débute avec l'explosion d'Hiroshima en 1945. Super bonne journée. Ils ne doivent plus consommer d'alcool, de cigarettes et de drogue. Ils s'engagent enfin à recruter de nouveaux adeptes. Et puis il y a la gestuelle, les étreintes. Elles sont partout présentes. On va le voir, elles ont une importance toute particulière dans ce mouvement. Sans baptême, une fois qu'on a pris connaissance des messages, pas de vie éternelle chez les élèves. Car en plus de l'éternité, Raël propose à ses adeptes des plaisirs bien plus terrestres. C'est ce que nous allons découvrir lors d'un rassemblement du mouvement dans un hôtel à Genève. Car les baptêmes sont toujours précédés de rites qui paraissent moins sacrés. Au cours de son voyage sur la planète des Elohim, Raël aurait découvert le paradis. Selon son récit, des femmes robots soumises à tous ses désirs lui ont offert une danse envoûtante et voluptueuse, avant de lui faire passer la plus folle nuit de son existence. C'est ce qu'il enseigne à ses adeptes au cours de réunions comme celle-ci. Des enfants y assistent, comme cette toute jeune fille. La convention raélienne ressemble par moments à une boîte de nuit érotique. Les gens y applaudissent comme dans un club de striptease, sauf qu'il n'y a pas d'enfants dans les clubs de striptease. Auparavant, les fidèles ont eu droit à un discours du prophète de 2h30. Vous êtes amoureux des messages?
Oui. Vous êtes amoureux de Raël et du messager, oui. Mais avant tout, vous êtes amoureux de votre liberté. Liberté, amour. Deux mots que nous avons entendus plus de 1000 fois en 3 jours. Pourtant, dans la salle, des hommes et des femmes équipés de talkie-walkie et d'oreillettes scrutent en permanence les réactions des auditeurs. Notre équipe a été étroitement surveillée et constamment filmée par le service d'ordre raélien. Tout être a le droit de penser ce qu'il veut, il y a des droits de l'homme qui existent. Il est interdit aux Raéliens d'interrompre le prophète ou de lui poser une question. En revanche, il est vivement conseillé de prendre des notes, d'écouter attentivement et d'applaudir, parfois plus de 10 minutes. Et puis l'ancien chanteur prend sa guitare. Il a enfin trouvé son public. Il n'y a pas beaucoup de sons sur la guitare. Enfin, moi, je m'entends pas, en tout cas. C'est formidable comme on les aime. Regardez bien les choristes. Ils les appellent ses anges. Formidable, je dirais même. Leur signe distinctif, une plume qu'elles portent autour du cou. Tous ensemble. La plume blanche désigne des jeunes filles qui ont accepté de se soumettre au désir du prophète, mais conservent le droit de côtoyer d'autres partenaires. Je dirais même qu'ils sont l'amour de notre vie. Plume rose, ce sont les élus des extraterrestres. Pendant une durée indéterminée qui peut aller d'un jour à l'éternité, elles s'engagent à réserver leur sexualité aux extraterrestres et aux prophètes. Je dirais même qu'ils sont l'amour de notre vie. Toutes ces jeunes filles auraient choisi, librement, nous disent les Raéliens, de respecter le code de conduite des anges de Raël, dévoilé sur Internet par un ancien adepte. On y découvre que les extraterrestres et leur prophète Raël exigent la soumission totale des anges. Ce sont des individus qui sont prêts à tout sacrifier pour eux, tant leur vie professionnelle que sentimentale, et même leur vie tout court. Ils seraient prêts à donner leur vie pour protéger leur créateur et leur prophète. Quand une personne est prête à tout sacrifier pour un autre individu, et ça, tout, même dans le texte, il dit prête à sacrifier sa vie même. Donc, quand un individu est rendu à se soumettre à un autre à ce point-là, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Éric Lamarche a rendu public ce code de conduite des anges de Raël. Nous l'avons retrouvé dans un quartier populaire de Montréal. Ce passionné d'extraterrestres a été membre du mouvement raélien canadien plusieurs années avant d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, Éric Lamarche a décidé de révéler le visage caché du mouvement raélien. Moi, je suis convaincu, quand j'ai rentré dans le mouvement en 1989, si j'aurais été aussi belle fille que je suis beau bonhomme, une belle petite blonde aux yeux bleus avec une stature bien mince, je suis convaincu que j'aurais eu passé des moments intimes avec Raël. Selon Éric Lamarche, pour gravir les échelons de la hiérarchie raélienne, il serait déconseillé de dire non au prophète. Même que moi, j'ai déjà jasé avec une Raélienne qui l'est encore. Puis elle a eu une des invitations de Raël, puis elle a refusé. Puis d'autres Raéliennes lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, tu as la chance de passer un moment avec le dernier des prophètes. Voyons, tout le monde sauterait sur cette occasion. » Dans le Code des anges, on trouve aussi des consignes sur le profil des gens à recruter pour le mouvement. De nombreuses jeunes femmes, désespérées par le manque de spiritualité et la superficialité de la société, cherchant à oublier leur désarroi dans la drogue, l'alcool ou le suicide. À ces personnes fragiles, Raël prône la méditation sensuelle. Grâce au stage de méditation sensuelle, Raël prodigue chaque année un enseignement de la plus haute importance. Sur cette vidéo interne présentée à tous ceux que le mouvement veut recruter, il est officiellement question de sensualité et non de sexualité. Un outil qui permet à l'homme de... La méditation sensuelle, c'est une méditation classique, agrémentée d'une technique de massage sur toutes les parties du corps, qu'il n'est pas interdit de pratiquer entièrement dénudé. Favorise l'éveil de l'esprit. Mais cela, la vidéo ne le montre pas. Pour le découvrir, les nouveaux arrivants doivent suivre des stages d'éveil et de méditation sensuelle. Après le sexe et le pouvoir, troisième pilier fondamental de la secte, l'argent. Pour comprendre comment il entre dans les caisses, nous avons suivi des adeptes au cours d'une parade. Bonjour.
direction non plus, d'accord. Ce jour-là, dans les rues de Genève, ils appellent à une conférence sur les extraterrestres. Ils revendiquent simplement, nous disent-ils, le droit au prosélytisme. Nous allons aujourd'hui faire de la publicité pour faire connaître ça au public, afin que les anges sachent ce qui se passe sur notre planète et que les pouvoirs obscurs en place qui veulent cacher ça au public, eh bien nous allons le dévoiler cet après-midi au public de Genève. Comme toujours, le défilé est encadré par des membres du service d'ordre, reliés par oreillettes. En général, l'accueil des passants est assez indifférent. Mais parfois, l'un d'entre eux intervient. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est pas la joie de ces hommes. Parce que s'ils sont joyeux eux-mêmes, c'est bien. Pour moi, ce qui est dangereux, c'est l'embrigadement. Embrigader des gens qui sont dans la souffrance, qui sont des drogués, qui sont... Et dès qu'ils sont mal et qu'il faut se rattacher à quelque chose, ce genre de... Vous l'avez vérifié? Non, laisse-moi... Vous l'avez vérifié qu'on est des drogués? Je suis devant la caméra. Vous l'avez vérifié qu'on est des drogués? Voilà. Non, je dis... Vous voulez vous amener à la police? Touche-moi pas, ça va mal finir. Diffamation? Touche-moi pas, ça va mal finir. Parce que moi, ma voix, je l'ai pas fait dans la sec, j'ai fait dans les arts martiaux, d'accord? Alors t'as intérêt à t'écarter. J'ai pas dit que vous étiez des drogués. J'ai pas dit que vous étiez des drogués. J'ai dit que vous êtes heureux, tant mieux pour vous. J'ai dit que ce qui est malhonnête, c'est d'embrigader des gens qui sont dans la misère. Et je crois que 80% des gens qui regardent ça se rendront compte, c'est tout. Et ça me fait de la peine. Mais si quelqu'un prête une oreille attentive, on lui propose quelques achats. Un membre de notre équipe, muni d'une caméra cachée, s'approche de la parade. Dès son arrivée, une jeune raélienne lui tente un tract. C'est quoi? C'est le tract sur le conférence. Il joue l'intéressé, elle lui propose aussitôt le livre de Raël. Combien ça? 20 francs? 29 francs suisses? Oui. Il refuse. Quelques minutes plus tard, un autre raélien revient à la charge. Il cherche à le convaincre de l'existence des extraterrestres. Le rapport confidentiel a été remis au président de la République française, au Premier ministre, M. Chirac. À quoi doit-on se préparer? Dans ce dossier, ils disent à un contact. Il lui propose aussi le livre de Raël. Il y a 2 livres à l'œil. En France, ça vaut 120 francs. Ou alors en francs suisses, 29 francs suisses. Vous pouvez faire un chèque si vous voulez aussi, hein, monsieur, si vous êtes... Il refuse encore, mais comme il semble intéressé, on l'invite au rassemblement raélien, dans l'hôtel de Genève. Pour assister au discours de Raël, il doit passer à la caisse. Prix de l'entrée, 200 francs français. On lui remet ce badge, daté de l'an 55 après Hiroshima, et ce bulletin d'adhésion au mouvement. S'il veut devenir membre, il est invité à verser 3% de ses revenus à l'antenne nationale, plus 7% à l'antenne internationale du mouvement. Soit au total, 10% de ses revenus nets après impôt. Selon nos informations, tout cet argent alimente plusieurs comptes numérotés dans des banques de Genève, en Suisse, un paradis fiscal. Mais tout cet argent, Raël dit ne pas en percevoir le moindre centime. Pour être très clair, je ne reçois, contrairement au pape et aux évêques catholiques, aucun salaire du mouvement raélien. Aucun salaire. Pas un centime. Le mouvement raélien reçoit des cotisations pour la poursuite de ses buts. À côté de ça, il existe la fondation raélienne. Et là, cet argent, c'est pour mon bien-être personnel. La fondation, c'est donc l'argent de poche. Chaque raélien doit y verser 1% de ses revenus, en plus des 10% pour le mouvement. La fondation est également alimentée par les droits d'auteur de Raël. Ces livres sont édités par sa propre maison d'édition, installée à Vaduz, au Luxembourg, un autre paradis fiscal. Tous les Raéliens sont obligés de les acheter, comme ils doivent acheter la médaille officielle du mouvement. Ici, c'est marqué qu'à tous les Raéliens de la planète, à partir de maintenant, seules les médailles officielles produites par la Fondation raélienne ont le droit d'être vendues dans les différents pays et elles seules sont magnétisées par Raël, qui refusera désormais de magnétiser toute autre médaille. Médailles, badges, autocollants, livres sont commercialisés par une association, la DIFRA. Officiellement, cette association est à but non lucratif. Pourtant, en 1996, l'antenne française de la DIFRA a fait l'objet d'un redressement fiscal d'environ 1 300 000 francs pour profit dissimulé. Ajouté à un autre contentieux de 503 000 francs pour versement de salaire dissimulé par l'antenne française du mouvement, la facture s'élève à près de 1 900 000 francs. Selon nos informations, le fisc français n'a toujours pas récupéré son argent. Il y a toujours de l'argent
Quand il n'y a pas d'argent, vous n'avez plus de secte. Et cet argent, il sert à quoi? Alors, il peut avoir deux usages, enrichir le gourou, à financer son train de vie, mais il peut avoir aussi un autre usage qui n'est pas contradictoire, c'est développer l'implantation de la secte. Donc au profit du gourou? Au profit du gourou et de ses fantasmes dominateurs pour certaines sectes sur la planète tout entière. Poursuivi par l'État français, Raël s'est donc installé au Québec et vient d'obtenir la nationalité canadienne. Ah oui, le Québec, je suis québécois maintenant, je suis plus français. Et je me sens québécois et j'aime le Québec, pas pour le paysage, pas pour le climat évidemment, pour les gens. Car les Québécois ne considèrent pas le mouvement raélien comme une secte, mais comme une congrégation religieuse. À ce titre, Raël et les Raéliens sont exonérés d'impôts, ce qui leur avait toujours été refusé par la France. Raël aurait déjà recruté près de 5000 adeptes au Québec. À chaque fois qu'il rentre de voyage, les Anges du Canada l'attendent à l'aéroport. Au cours de notre enquête, nous découvrons alors un projet bien plus effrayant. Raël s'apprête à franchir une nouvelle frontière dans la manipulation des hommes, grâce à la manipulation génétique. Nous sommes chez Stéphane, 31 ans, et Marina, 22 ans. Un couple raélien. Il est informaticien, elle est étudiante aux Beaux-Arts. Toutes mes œuvres ont toujours une application philosophique qui est liée à quelque chose qui est dans l'enseignement de Raël. Marina a été choisie par Raël pour être la mère porteuse du premier clone humain. Il s'agit d'un jeune garçon mort en bas âge. Raël a convaincu ses parents qu'il pourrait le ressusciter par clonage, moyennant 16 millions de francs. J'ai toujours voulu porter un enfant. Fait que déjà, et puis ma vie, vous avez dû le remarquer, est trop speedée pour que je puisse en garder un. Fait que je pourrais pas tout de suite en tout cas avoir d'enfant, donc ça me permet d'avoir un enfant sans avoir à le garder. En même temps, j'ai rencontré les parents de l'enfant et ils le désirent tellement, cet enfant-là. C'est tellement un beau geste d'amour que moi, j'ai envie de leur faire ce cadeau-là et de leur permettre de retrouver leur enfant. Raël veut cloner l'enfant mort comme on a cloné la brebis Dolly il y a quelques années. Des cellules de l'enfant auraient été conservées dans un laboratoire. Selon les Raéliens, il s'agirait tout simplement de prélever l'ADN, c'est-à-dire le code génétique d'une de ces cellules, et de l'implanter dans un ovocyte de Marina grâce à un choc électrique. Le nouvel embryon serait ensuite réimplanté dans l'utérus de Marina. Elle accoucherait alors, selon les Raéliens, d'une réplique exacte de l'enfant mort quelques mois plus tôt. Lorsqu'on demande aux adeptes raéliens s'ils ne doutent pas de temps en temps des visions de leurs prophètes, voici ce qu'ils répondent. Admettons qu'on prouve un jour que c'est pas vrai, que ça n'a jamais existé. J'aurais jamais un seul regret du choix que j'aurais fait et de la vie que j'aurais menée. Parce que j'aurais jamais pu avoir une vie plus belle que celle que j'ai aujourd'hui. Mettons que les élèves n'arrivent pas, là, on nous dit, écoutez, là, votre truc, là, c'était de la foutaise, là, puis j'aurais été heureux tout ce temps-là. Puis encore là, j'y crois pas, là. Pour moi, je suis convaincu que ça va arriver. Et puis c'est pour ça que je participe avec tant de passion. Mais sinon, fantastique, je vais aller remercier elle, je vais lui dire à elle. Je comprends pas comment tu as fait pour inventer tout ça, là. Mais tu m'as rendu heureux, merci. Le bonheur, oh, allez, chante dans le tête. Le bonheur, oh, dans le cœur. Le bonheur. On ne possède aucune précision sur la fortune personnelle de Claude Vorillon, alias Raël. Il aura 90 ans en 2035. Et si les extraterrestres n'arrivent pas cette année-là, il aura tout de même vécu confortablement grâce à ceux qui croient en lui. Son mouvement revendique aujourd'hui 50 000 adeptes dans 84 pays sur les 5 continents.